famille, par les villes et par les champs, à l'appel des guides, marchaient les partisans blancs. À l'appel des guides, marchaient les partisans blancs. Savons les troupes bolcheviques, et ralliant les atamans, dans leurs campagnes épiques, qui traquaient Trotsky tremblant. Dans leurs campagnes épiques, qui traquaient Trotsky tremblant. C'est pour la Sainte Russie, pour la vieille tradition, pour la gloire et la patrie, que luttaient ces bataillons. Pour la gloire et la patrie, que luttaient ces bataillons. Votre gloire est immortelle, volontaires et officiers blancs, et votre agonie cruelle, la honte de l'Occident. Et votre agonie cruelle, la honte de l'Occident. Eh bien, bonjour, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, et bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Eh bien, vous êtes en direct dans cette émission de libre journal de la résistance française. Et le sujet du jour, il s'agit de la République des juges, de la République des juges contre la nation. C'est le titre exact de cette émission. Deux invités ce soir. Bruno Gollnisch, qui éprouve quelques difficultés à se connecter, mais ça ne devrait plus trop tarder. Bruno Gollnisch, que je n'ai pas besoin de vous présenter, l'ancien député européen, l'ancien vice-président du Front National, directeur de campagne de Jean-Marie Le Pen en 2002 aux élections présidentielles, qui a vu Jean-Marie Le Pen accéder au second tour de l'élection présidentielle. Et puis, second invité, et lui, il est connecté, il m'entend, Parfaitement. Bonjour, il s'agit de Bertrand Saint-Germain. Bonjour, mon cher Bertrand. Bonsoir Nicolas, bonsoir aux auditeurs. Donc Bertrand Saint-Germain est docteur en droit, c'est un élu local, un conférencier, et il a... alors c'est un spécialiste, entre autres, si j'ai bien compris, aussi des armes à feu et de l'emploi de celles-ci et de la liberté de pouvoir en user. Là, nous sommes dans un pays, la France, où on le sait, c'est pratiquement chose impossible. Les criminels sont armés jusqu'aux dents, mais le simple citoyen, pour se défendre, est totalement désarmé. On le sait. Vous avez tout résumé. C'est un combat sur lequel j'ai déjà eu des invités dans le passé. Passé un peu lointain maintenant, mais c'est un sujet qu'on n'hésitera pas à nouveau à mettre à l'antenne si nécessaire. Donc, il est l'auteur aux éditions du Verbeau, Bertrand Saint-Germain, du titre du livre « La République des juges contre la nation », justement. Alors, écoutez, on va commencer avec vous, Bertrand Saint-Germain, si vous le voulez bien, puisque Bruno Gollnisch, pour l'instant, n'est pas dans le studio virtuel. Donc, on va commencer peut-être avec vous. Bertrand, sur ce titre, justement, la République des juges contre la nation, et puis Bruno Gollnisch, après, nous parlera évidemment du procès actuel en appel contre, à la fois contre lui, contre Marine Le Pen, contre un certain nombre de députés européens ou d'ailleurs d'attachés parlementaires européens. Et ce procès a évalué un certain nombre de peines d'emprisonnement avec sursis ou pas d'ailleurs, des exécutions provisoires,
Et nous sommes donc dans un appel qui va durer un peu plus d'un mois et dont on aura le résultat qu'autour du mois de mai ou du mois de juin. Donc ça sera un peu l'élément concret. On me signale que Bruno Gollnisch est là, sauf que moi, je ne le vois pas. Donc, on commence donc bien par Bertrand Saint-Germain. Bertrand Saint-Germain, est-ce que vous pouvez un petit peu nous résumer ce qui est la thèse de votre livre? Puisqu'attention, on n'est pas seulement sur le gouvernement des juges, hein, c'est un thème qui est battu, rebattu. Là, c'est vraiment la République des juges, ça va au-delà d'un simple gouvernement des juges, et c'est contre la nation, c'est-à-dire contre le principe de souveraineté, si j'ai bien compris. Bertrand Saint-Germain, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la thèse de votre ouvrage? Alors, bonsoir. Le premier point, comme vous l'avez dit, c'est que l'idée de gouvernement des juges est un peu rebattue hein, depuis que Éric Zemmour avait fait son livre en 1997. Et conceptuellement, cette notion est un peu discutable. En revanche, l'idée de république, hein, c'est la res publica, c'est la chose publique. La république des juges, c'est finalement l'idée que les juges, ou plutôt des juges, se sont finalement servis de leurs compétences, de leur rôle, pour dépasser les compétences que leur donne la Constitution, c'est-à-dire on est en présence d'une autorité judiciaire et pas un pouvoir, parce que justement dans le droit constitutionnel de la Ve République, l'idée c'est que le pouvoir vient du peuple. Or justement, ces juges n'étant pas élus ne peuvent prétendre être un pouvoir. C'est une autorité judiciaire. Or, eh bien, ces juges tentent à s'accaparer finalement la République, notre bien commun à tous, dans son étymologie, hein, la res publica, je ne parle pas de régime politique en tant que tel, à s'accaparer cette République pour finalement la faire leur. Et de ce point de vue-là, eh bien, alors qu'ils sont un pouvoir subordonné, ils tentent à s'accaparer le pouvoir et à juger de la volonté de la nation, en faisant passer les lois sous leur fourche codine, en sondant les cœurs, sondant les âmes, et finalement en décidant de se faire les arbitres des élégances pour savoir qui peut ou non, c'est flagrant dans le procès en appel de Marine Le Pen, qui peut ou non se présenter devant les électeurs. Voilà l'idée. Très bien, Bertrand. Alors, je rappelle d'ailleurs, puisque pris de court un petit peu par ce début d'émission, j'ai oublié déjà de remercier Aline à la technique, de vous conseiller, chers auditeurs, de ne pas hésiter, si soit vous appelez le standard, si tant est qu'il y ait quelqu'un au standard de Radio Courtoisie, et s'il n'y a personne, eh bien, contentez-vous de courriels, mais vous le savez, dans ces émissions, que ce soit les libres journaux de géopolitique profonde, que ce soit les Florilèges des Arts ou Libre Journal de la Résistance française, nous nous faisons un devoir, chers auditeurs, de répondre à vos questions. Et donc, n'hésitez surtout pas à envoyer vos questions, pas trop tardivement si vous le voulez bien, puisque cette émission qui dure jusqu'à 21h, n'envoyez pas des questions à 9h-5, ce sera trop tard, je vous le dis tout de suite. Donc, n'hésitez pas à réagir. L'actualité, en plus, c'est ce procès en appel. Alors, on me dit qu'il est en ligne par téléphone, Bruno Gollnisch. Donc, je vais lui poser la question. Est-ce que vous m'entendez, mon cher Bruno? Je vous entends, Nicolas, je vous entends. Très bien. Bon, alors, je ne vous vois pas, mais l'essentiel est de vous voir et de vous entendre. Pardon, excusez-moi. Alors, Bruno, donc, le titre de l'émission, c'est la République des juges contre la nation. Donc ce principe de souveraineté qui fait que des juges vont s'accaparer un pouvoir et qui va aller jusqu'à toucher le principe de souveraineté du peuple. Et je dirais que dans le cas qui est le vôtre de ce procès en appel, même si ces députés sont européens, il s'agit bien, ils ont été élus, c'est de l'expression même de la souveraineté et de la souveraineté populaire. Et on voit comment aujourd'hui des juges s'immiscent justement dans ce principe de souveraineté et s'accapare un certain nombre de prérogatives et de droits, puisque nous avons un droit qui est de plus en plus jurisprudentiel. Force à la loi n'est plus reconnue par le juge. J'aimerais un petit peu que vous nous expliquiez et déjà peut-être nous relater le début de ce procès en appel et l'ensemble du procès en question lié aux attachés parlementaires au Parlement européen du groupe Front National, Rassemblement National.
Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, naturellement. Je vous remercie Bien de sûr. me donner la parole. Je précise que, évidemment, mon point de vue sera nécessairement partisan, puisque je suis moi-même l'un et que j'affirme haut et fort que je suis parfaitement innocent, que ce procès est absolument orwellien, qu'il n'aurait jamais dû venir devant un prétoire national français, encore moins devant une juridiction pénale. Je tiens à dire que pour le moment, je ne porte aucune critique sur les magistrats de la Cour d'appel, enfin magistrats d'ailleurs, principalement, puisque ce sont 3 magistrats. Là, dans ce domaine judiciaire, la parité n'existe pas, et quand même un assesseur supplémentaire, peut-être pour pallier l'absence de tel ou tel autre au cours de ce procès qui va durer 1 mois. Alors, de quoi s'agit-il? En réalité, il s'agit d'une assez basse manœuvre politique, mais qui n'est pas au départ celle des juges. C'est celle, je dirais, de certains tenants de l'euromondialisme particulièrement sectaire, venimeux, hostile, à commencer par l'ancien président socialiste du Parlement européen, Schulz, et à chaque fois, la manipulation est à peu près la même, c'est-à-dire que le statut de parlementaire européen nous donne droit à un certain nombre de moyens. Ce ne sont pas des moyens que nous tenons d'un patrimoine du Parlement européen. Ce sont des moyens que nous tenons de la volonté de nos électeurs et en fonction de notre statut. Il n'y a pas de députés à demi-part. Nous avons tous droit à des assistants parlementaires, nous avons tous droit à la prise en charge de nos frais de déplacement à Bruxelles ou à Strasbourg, nous avons tous droit à des frais de formation, etc. La manœuvre consiste de la part de tenants de l'euromondialisme qui sont de plus en plus inquiets de ce qu'ils appellent la montée des populismes et qui font voter par la majorité partisane de ce Parlement des résolutions contre ces populismes qu'il s'agit de combattre. C'est assez curieux. On n'a jamais vu, enfin à l'Assemblée nationale, j'ai jamais vu un débat organisé contre l'une des composantes de cette Assemblée. Bon, fermons la parenthèse. Et donc, il s'agit de revenir plusieurs années après sur l'utilisation que nous avons faite de ces crédits, de façon, comme je l'ai dit, paisible, publique et non équivoque, sans aucune dissimulation, et de nous dire ah, mais attention, il y a tel article de telle résolution un jour du bureau du Parlement dont vous n'avez pas tenu compte, résolution que personne ne lit. Il suffirait de faire un sondage du Parlement européen pour s'en convaincre. Vous n'en avez pas tenu compte, vous avez donc mésusé des crédits en question, vous êtes coupable de détournement de fonds publics, et de préférence par escroquerie en bande organisée. Et par exemple, dans l'affaire des assistants parlementaires, ce qui nous est reproché, c'est que certains de nos assistants travaillaient avec notre parti. Alors c'est sûr, Madame le juge, c'est sûr qu'ils travaillaient plus, heureusement, avec notre parti qu'avec le Parti communiste. Ce faisant, ils se conformaient à une pratique absolument générale, coutumière dans ce Parlement. La réglementation était extrêmement obscure, ne faisait pas explicitement interdiction aux assistants de travailler avec le parti politique de leurs députés, je dirais presque au contraire, puisqu'elle instaurait 2 catégories d'assistants, les assistants accrédités qui devaient résider à Bruxelles et à Strasbourg, et les assistants locaux qui, eux, n'avaient pas le droit, normalement, sauf cas exceptionnel, d'aller à Bruxelles ou à Strasbourg. Et ces assistants locaux, moi je suis poursuivi en raison de l'utilisation des services de 3 assistants locaux, par exemple, ces assistants locaux, par conséquent,
ne pouvant assister au vote, ne pouvant assister aux travaux des commissions, ne pouvant assister aux réunions par lesquelles les députés d'un groupe ou les députés non inscrits décident des orientations qu'ils vont donner, des amendements qu'ils vont proposer, des votes qu'ils vont exprimer sur tel ou tel amendement, sur telle ou telle phrase, quelquefois sur tel ou tel mot. Tout ceci était étranger par définition aux assistants locaux, pas complètement étranger bien sûr, mais ils ne pouvaient pas participer à l'élaboration du travail législatif. Par conséquent, que pouvaient-ils faire d'autre? Assistants destinés à aider leurs députés dans l'État membre d'élection, dans la circonscription d'élection, mais la circonscription d'élection, ce n'est pas une circonscription comme l'Assemblée nationale de 130 000 habitants. C'est toute la France. Exactement. Où ce fut à certains moments de très très grandes régions, plus vastes et plus peuplées que la moitié des États de l'Union européenne. Par conséquent, que voulez-vous faire d'autre à ces assistants que de participer à l'activité politique de leurs députés? Or, la politique, et on est confus d'avoir à essayer de le faire admettre par des magistrats distingués, la politique, c'est un sport collectif, comme le football. Bien sûr. L'article 4 de la Constitution de 1958 reconnaît le rôle des partis. Je ne veux pas être trop long, je termine, je conclus sur l'origine Je vous en prie, Bruno. Nous sommes dans la situation d'un club de football professionnel dont le président du club dirait aux joueurs: vous avez le droit de vous entraîner, vous avez le droit de jouer au football, mais attention, individuellement. Parce que si vous le faites collectivement, alors là, c'est un groupement, et un groupement politique, ça s'appelle un parti. Voilà quelle est l'origine de cette affaire. Alors, sachant qu'on est bien d'accord, pour rebondir juste un instant, Bruno, sur votre métaphore footballistique, de balle au pied, comme on dit sur Radio Courtoisie, on est d'accord que vous êtes les seuls à devoir jouer individuellement. Les autres groupes, eux, semble-t-il, n'ont jamais eu ce genre de problème avec le Parlement européen, ni avec la justice. C'est tout à fait évident. Notre principal accusateur, M. Schulz, est beaucoup plus coupable que nous, si tant est que nous le fussions. Parce que lui, il a utilisé ses assistants à des fins domestiques. Il y en a un qui est parti, qui s'est plaint au Spiegel, il nous obligeait à repasser ses pantalons, etc. Il les a utilisés à des fins électorales, alors que nous étions impeccablement... si un assistant participait à une de nos campagnes électorales, on le sortait du dispositif pour ne pas être accusé d'un financement de nos campagnes par une personne morale, en l'occurrence le Parlement européen, quitte à le réintégrer une fois la campagne passée. Bref, et il a été convaincu de tout cela par la commission de contrôle budgétaire et le secrétaire général du Parlement européen de l'époque, M. Welle, qui est lui-même un ancien assistant parlementaire, mais un assistant parlementaire de nos ennemis. Le secrétaire général du Parlement européen et le directeur général des finances, M. Kletti, qui se présente comme notre principal accusateur sur ordre, n'ont émis aucun grief, aucun ordre de recouvrement contre M. Schulz, bien évidemment. Alors, il y a les députés du Modem qui sont aussi ennuyés. Pourquoi? Parce que quand on nous a cherché Noise, il y a une députée de chez nous qui a dit: mais écoutez, nous sommes conformés à la coutume générale. Regardez ce que font, par exemple, les députés du Modem. Alors, je suis désolé d'ailleurs pour ces collègues, dont j'estime qu'ils devraient être relaxés. Ils ont tous été condamnés légèrement. Il n'y a que M. Bayrou, leur président, qui a été relaxé. C'est un peu étrange, enfin bon. Le parti a fait appel d'ailleurs de cette relaxe.
Mais, Oui, et il y l'appel a n'est des pas encore députés du jugé, hein, PM, ça fait il y a 2 des ans. députés de LFI, mais là, c'est très curieux, parce que l'instruction, depuis des années, on a l'impression se perd dans les sables. Il y a C'est eu des ça, perquisitions, dont c'est une qui ça. a Hmm. conduit M. Mélenchon à s'opposer à un procureur qui disait « je suis procureur de la République », et Mélenchon a dit « la République, c'est moi ». Il n'avait pas tout à fait tort, parce qu'il avait au moins autant de titres à se prévaloir de la République que le parquetier en question, entre nous soit dit. Bon, mais pour conclure sur ce sujet, il y a un haut cadre du groupe socialiste, un homme d'un certain âge, pris malgré tout de sympathie pour moi, en dépit de nos divergences d'opinion, et qui, quand il a su que j'étais renvoyé devant le tribunal pénal, m'a envoyé un SMS en me disant avec des motifs comme cela, il pourrait renvoyer 400 députés en correctionnel à chaque mandature. Ben Je évidemment, crois que ça dit bien ça dit ce que ça veut dire. Oui. les choses, quoi. Ceci étant, au départ, ce ne sont pas les magistrats eux-mêmes. Alors, il est certain que je ne dirais pas que le tribunal en première instance, et surtout pas le parquet. Le parquet a fait preuve d'une vindicte parfaitement anormale et même assez scandaleuse. Bon, le jugement du tribunal est à mon avis inique, mais il y a cette exécution provisoire qui risque de priver les Français de la possibilité, une fois de plus d'ailleurs, de choisir leur président. Je dis une fois de plus parce que c'est déjà la hâte de certains magistrats, hâte tout à fait anormale, et l'action du parquet national financier qui a privé M. Fillon des chances d'être élu. Je le rappelle, ce serait donc la deuxième fois, si ce jugement inique n'était pas corrigé en appel, ce serait donc la deuxième fois que l'autorité judiciaire, comme l'a très justement dit M. Saint-Germain, l'autorité judiciaire interférerait avec la campagne présidentielle française, avec la souveraineté populaire. Et je vais vous dire je vais vous dire ce à quoi ils pensent. Je vais vous dire ce à quoi pensent certains. Si on arrivait à faire en sorte que Marine Le Pen soit inéligible, elle l'est déjà pour le moment, en l'état. Mmh. Et pourquoi pas, pour un motif comparable, on en trouvera bien un, Jordan Bardella aussi, et bien mon bon monsieur, la République serait sauvée, comme en Roumanie récemment, où il y a eu une élection présidentielle. Călin Georgescu il a été invalidé, ils l'ont même arrêté en pleine rue pour l'empêcher de se présenter. Là, c'est encore le cran au-dessus, là. Incroyable, incroyable. Et tout ça avec la bénédiction, je le rappelle, de l'Union européenne. Et semble-t-il en particulier de la France, d'après ce qui est dénoncé par l'opposition justement roumaine, Bruno. Merci Bruno, on revient vers vous ensuite. Je vois qu'il y a déjà une question d'un auditeur, ou plutôt une remarque, que je vous poserai tout de suite après. À voir d'abord relancer donc Bertrand Saint-Germain, l'auteur du livre justement sur la République des juges contre la nation. Qu'est-ce que vous inspire, Bertrand Saint-Germain, cette affaire justement des attachés parlementaires du Front National par rapport au Parlement de Strasbourg, et cet appel qui a débuté hier, je crois? Alors, plusieurs petites choses. D'abord, M. Gollnisch a rappelé effectivement la condamnation des cadres du MoDem. Les députés, les trésoriers, très bien. Mais et c'est souvent rappelé simplement, tous ces gens, s'ils ont été effectivement condamnés et à de l'inéligibilité, celle-ci d'abord, c'était une inéligibilité avec sursis. Ils ont fait appel, mais voilà, l'ampleur de la condamnation n'était pas la même. Ça, c'est le premier point qui saute aux yeux quand on travaille un peu sur cette affaire. Un autre point,
c'est que finalement, on ne nous dise pas que la justice, son administration sont totalement indépendantes et autonomes. Dans cette affaire, en moins d'un an, l'affaire a été inscrite au rôle de la Cour d'appel de Paris. Je crois qu'il y a beaucoup d'avocats, il y a beaucoup de justiciables qui aimeraient bien, et spécialement à Paris, que leur affaire vienne en appel dans l'année qui suit le jugement de première instance. Bien sûr. Donc ici, on voit bien que quand on veut, on peut aussi bien ralentir les choses. Monsieur Mélenchon n'a toujours pas été jugé pour des faits semblables, ou au contraire accélérer les choses. Et effectivement, il y a de quoi inquiéter un petit peu quand on... Et ça explique d'ailleurs que plus de la moitié des Français ne fait pas confiance à la justice aujourd'hui. Voilà, ça c'est les deux premières raisons. Après, sur l'affaire elle-même, alors je parle sous le contrôle de M. Gollnisch, hein, évidemment, Mhm. mais ce qui est reproché par les médias notamment, par les juges, c'est le caractère systématique et organisé. Oui. Je parle sous le contrôle du professeur Gollnisch, mais effectivement, le Front National, à l'époque, avait des difficultés financières et il a sans doute vu dans cette organisation le moyen d'optimiser ses dépenses. Mais c'était peut-être techniquement discutable, mais en tout état de cause, c'est de l'argent qui a été investi pour la défense des idées, celles des parlementaires, celles pour lesquelles ils avaient été élus, et ma foi, s'il y a peut-être une irrégularité, ce que laissait entendre Marine Le Pen aujourd'hui, je crois, au moins sur une partie de ce qu'elle avait fait, il n'y a vraiment pas mort d'homme dans cette Et affaire. on n'est pas sur un détournement de fonds publics. Absolument pas. Mais on cherche à travers l'accusation infamante de faire passer les accusés pour des délinquants en col blanc, à la manière d'un Cahuzac et de tant d'autres où il y a eu enrichissement personnel. Voilà, ce Oui. sont les Alors, premiers points qui me viennent à l'esprit. Bruno Gollnisch, je voulais réagir. une remarque, je vais m'efforcer d'être plus bref que tout à l'heure. Oui. Les débats de première instance ont en effet prouvé que, contrairement à ce qu'on avait dit, il n'y avait pas d'emploi fictif. Tous les assistants ont travaillé et ils ont même beaucoup travaillé. Oui, c'est au-delà ça. des 35 heures, première chose. Deuxièmement, il n'y avait pas un centime d'enrichissement personnel. Oui. Deuxième chose. Troisièmement, en ce qui concerne le système en question, on ne peut pas véritablement parler d'un système. Le fait que la présidente Marine Le Pen dise aux députés qui faisaient partie de son groupe, moi j'étais non inscrit, j'étais resté non inscrit avec Jean-Marie Le Pen, pour des raisons que ce serait trop long d'expliquer ici, qu'elle leur demande de choisir préférentiellement, au moins pour la moitié d'entre eux, des assistants parlementaires parmi des gens dont les opinions, l'action, le travail, etc., avaient été réels au sein du parti, ça n'a rien en soi de scandaleux. Et la preuve en est, c'est que, vous savez, chaque député, si on fractionnait un peu les crédits, pouvait avoir 3, 4, 5 assistants parlementaires. Bon, à un moment donné, le Rassemblement national passe de 3 à 23 députés. C'est la grande poussée qui inquiète beaucoup. À partir de ce moment-là, M. Schulz et Cécéide. Bon, ça fait presque une centaine d'assistants parlementaires. Or, quand on regarde le nombre d'anciens permanents du parti qui sont devenus assistants parlementaires, ils sont 4. Ils sont 4. Alors, il y a eu des économies de réaliser, assurément. Il y a eu des économies de réaliser parce que, notamment, il y a un certain nombre de cadres du parti qui étaient des cadres à plein temps, qui par conséquent étaient salariés par le parti et qui sont devenus députés. Mais ça, c'est autre chose, si vous voulez. Ils sont devenus députés à partir du moment où ils ont une indemnité parlementaire. Eh bien, évidemment, le parti a cessé de les rétribuer, ce qui
constitue pour lui un avantage en nature, mais ça, c'est parfaitement admis. D'ailleurs, c'est assez curieux, parce que s'il est si scandaleux que cela, que des assistants travaillent avec le parti politique qui a fait élire leurs députés, et auquel celui-ci appartient, pourquoi est-ce que ce n'est pas aussi anormal pour les députés, tous les députés, du moins quand ils appartiennent à un parti, ce qui est le cas de 95% d'entre eux, travaillent avec leur parti. Oui. Ah. Bruno, on vous entend plus. Non, c'est que je ah non, ça y est, vous avez fini. Oui, vous avez fini votre argument. Ou à M. Saint-Germain de reprendre la parole, s'il le souhaitait. Oui, alors justement, sur cet aspect, Bruno, sur cet aspect du fait qu'en effet, un député national a des attachés parlementaires qui travaillent dans le cadre du travail du parlementaire et donc aussi du parti auquel est affilié le parlementaire. Justement, la question de l'auditeur. Bonsoir, merci pour cette émission très intéressante. Ma question est la suivante. Les assistants parlementaires travaillent en France, Strasbourg donc. Où est le problème? Car faire travailler un assistant en France, toute la France, c'est travailler dans l'Union européenne. Bien. Alors, écoutez, comme je le disais, il y a aujourd'hui deux catégories d'assistants parlementaires. Les assistants parlementaires locaux qui représentent en quelque sorte, ou assistent plus exactement, leurs députés dans l'État membre d'élection. Et cela, d'après la réglementation du Parlement européen, que je puis montrer aux journalistes, à qui l'entendent. Tenez, je crois que j'ai le texte sous les yeux. Ne quittez pas. Question fréquemment posée sur les droits parlementaires et sociaux des députés. Oui. Voilà. Que sont les assistants locaux employés? Les assistants locaux employés, si après les employés locaux, sont les personnes physiques chargées d'assister les députés dans leur État membre d'élection. Oui. Et ayant conclu un contrat de travail conformément à la législation nationale. Bon. Où travaillent, question 24, où travaillent les employés locaux? Je précise que c'est un document publié par le Parlement pour éclairer les députés. Les employés locaux travaillent dans l'État membre d'élection. Ils ne peuvent être affectés dans les locaux du Parlement où ils ne peuvent travailler que lors de courtes visites. Ils peuvent aussi remplacer, mais on comprend bien que c'est exceptionnel, un assistant accrédité en cas de long congé de maladie ou de congé de maternité pendant 90 jours maximum. Voilà. Et là, question 26, à quel moment un employé local peut-il exceptionnellement travailler à Bruxelles ou à Strasbourg? Conformément à l'article 18, paragraphe 7 des mesures d'application du statut des assistants, un employé local peut compenser à titre exceptionnel, l'absence dûment justifiée d'un assistant accrédité en congé spécial de maladie, etc. Alors moi, je suis poursuivi, par exemple, dans mon cas, pour 3 assistants locaux qui, par conséquent, d'après ce que dit le Parlement, n'avaient pas le droit d'aller à Strasbourg ou à Bruxelles. Et donc, tout à fait. Ils travaillaient dans l'État membre d'élection, ils travaillaient à m'assister dans mon activité politique. Alors, je voudrais, pour être tout à fait complet sur ce sujet, mentionner aussi un autre point, c'est que quand cette institution, le Parlement européen, qui viole allègrement les déclarations solennelles, les déclarations des droits, la charte des droits fondamentaux et autres textes ou résolutions qu'ils ne cessent de proclamer à la face du monde, mais qu'ils observent très peu, cette institution ne respecte pas en réalité sa propre législation. Et ça, c'était quand même extrêmement choquant, par exemple, où elle la modifie sans cesse, au détriment de la minorité. Par exemple, quand nous parvenions à former un groupe politique, pour former un groupe politique, il faut un certain nombre de députés et il faut un certain nombre que ces députés appartiennent à un certain nombre de nationalités. Toutes les fois que nous parvenions à constituer un groupe politique, je le sais, j'ai été président de notre groupe politique
comité tradition souveraineté, qui comprenait des députés bulgares, roumains, autrichiens, britanniques, flamands, etc. Toutes les fois que nous parvenions à constituer un groupe, le Parlement, le coup d'après, augmentait les minima requis dans l'espoir que, cette fois-ci, nous échouerions à en constituer un. Et de fait, d'ailleurs, ils sont parvenus plus d'une fois. Alors, quand nous nous trouvions dans cette situation, nous nous retrouvions députés non inscrits à un groupe, puisqu'il n'y en avait pas de groupe. Mais on fonctionnait quand même comme un groupe. Bien sûr, c'est-à-dire qu'on se concertait. On se concertait sur ce qu'on allait voter, sur ce qu'on allait dire, sur ce qu'on allait faire, etc. Bon. Alors, on s'échangeait à ce moment-là les services de nos assistants. Par exemple, moi, j'ai pu bénéficier des services d'un assistant qui était chargé précisément des relations avec l'administration, mais qui n'était pas sur mon contrat. J'ai pu bénéficier des services d'un assistant qui, dans le civil, avait été avocat et qui pouvait me donner des conseils utiles sur le plan juridique, mais qui n'étaient pas sur mon contrat. Inversement, moi, j'ai mis tel ou tel de mes assistants à la disposition du secrétariat de Montretout, où officiait évidemment à titre principal Jean-Marie Le Pen, qui était président à l'époque du Front National et de notre coordination. Et alors on me dit, ah ben oui, vous avez mis votre secrétaire, Madame Bruna, pour ne pas la nommer, voilà, à la disposition du parti. Non, pas nécessairement. Nous travaillions en pool. Et par conséquent, nous avons mutualisé les services de nos assistants, ce qui, en aucun cas, ne saurait constituer une faute pénale. Bien. Alors, merci Bruno. Bertrand Saint-Germain, je rappelle le titre de votre livre aux éditions du Verbeau, La République des juges contre la nation. Est-ce qu'on peut un peu élargir maintenant la thématique déjà? Parce que si, en effet, Bruno ne peut pas dire tout ce qu'il pense des juges, vous, par contre, vous le pouvez. Bertrand Saint-Germain, et j'aimerais savoir un peu quand même votre analyse justement par rapport à cette République des juges contre la nation, ce qui aboutit à une décision de justice. Là, on ne parle pas de l'affreux monsieur Schultz, on ne parle même pas du ministère public, on parle d'un juge lui-même qui disait que de toute façon, sur la seule personne qui n'aurait même pas dû être condamné, il disait « mais je ne supportais pas l'idée même que cette personne ne soit pas condamnée ». C'est un juge qui a dit ça en première instance. C'est un magistrat, mais le magistrat du parquet. Oui, alors oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est le magistrat du parquet. Bon, mais vous avez aussi un juge qui disait toute son admiration qu'il avait pour le juge Eva Joly. Eva Joly étant quelqu'un qui a un engagement politique très marqué. En particulier lorsqu'elle a quitté la magistrature. Donc, Bertrand Saint-Germain, quelle est votre analyse justement d'un de ces juges qui s'accapare un droit incroyable qui est celui de décider si tel ou tel, alors que c'est le premier parti de France, que c'est quelqu'un qui est en tête des sondages, qu'elle ne peut pas se présenter tout simplement à l'élection présidentielle. Votre analyse globale, n'hésitez pas à élargir le sujet si vous le voulez bien, Bertrand. Je crois que la première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la justice d'aujourd'hui n'est plus la justice d'hier. La justice que l'on voit aujourd'hui s'exercer, elle est en quelque sorte le fruit de la rencontre improbable entre l'esprit boomer et l'esprit zoomer. Alors expliquez-nous ça. L'esprit boomer, c'est finalement cette génération du baby-boom qui avait 18 ans en 1968, qui a grandi dans ces années 70, qui a intégré la magistrature, qui était formé à l'époque dans les facultés de droit, et qui était extrêmement sensible à l'idéologie de la défense sociale nouvelle, portée par Marc Ancel, magistrat, qui
pour résumer, considère qu'il est nécessaire de prendre plus en compte l'auteur des infractions et de voir en lui finalement la victime d'un système. Mhm. Victime de la pauvreté, victime de l'origine, victime de la classe sociale. Finalement, une doctrine qui considère que partant de là, le mettre en détention, c'est rajouter de la misère à la misère. Et que Mhm. une vraie solution, c'est de le réinsérer. Ce qui est sans doute louable, ce qu'il faut faire, mais pas au prix de la protection de la société. Et finalement, cette génération des baby-boomers, et ceux-ci sont entrés dans la magistrature, et puis ils étaient sensibles à la doctrine du syndicat de la magistrature, qui a été fondée en juin 1968, sur les ruines encore fumantes des barricades, et qui voit sa consécration en 1981. 1981, l'arrivée de Robert Badinter à la tête des institutions propulse les membres du syndicat de la magistrature à la direction du ministère. Bien. Et depuis cette date, ils n'en sont pas sortis. Ils vont faire les carrières, orienter les enseignements à l'école, piloter les réformes. Jusqu'à la fameuse réforme du code pénal, on est au début des années 90, ça s'applique en 1993, un code pénal rempli de cette idéologie favorable Mhm. aux délinquants et aux criminels. Et puis cette génération boomer qui a commencé à quitter la magistrature, qu'il a quasiment quitté, elle a Ouais. laissé un outil qu'elle a remis finalement dans les mains de la génération Z. Cette Mhm. génération Z, on désigne ceux qui sont nés après 1990, c'est elle qui forme le cœur de la magistrature aujourd'hui, sa cheville ouvrière, pas encore au sommet de la Cour de cassation et des cours d'appel, mais cette génération, c'est elle qui rentre à la magistrature. Premier point, cette génération, elle n'est pas constituée de juristes. Ça peut sembler surréaliste à nos auditeurs, mais aujourd'hui, il ne faut Ouais. pas être juriste pour réussir le concours d'entrée à la magistrature. Alors, évidemment, certains juristes intègrent la magistrature, mais il faut savoir que chaque année, entre les 2 tiers et les 3 quarts des candidats sont des gens diplômés de Sciences Po. Alors, D'accord. ils font du droit, bien sûr, un petit peu, c'est un vernis. Et comme ils ne sont pas intellectuellement stupides, eh bien, ils réussiront les concours. Aujourd'hui, au concours de la magistrature, et la chose est semblable du côté des juridictions administratives, les meilleures notes ne sont pas obtenues en droit, elles sont obtenues en culture générale, en langue et en notes de synthèse. Hum. Il n'y a qu'à dire. Oui, c'est le concours administratif, c'est le concours de l'ENA, sauf que là, c'est pas le NA, c'est le NM. Tout à fait, mais d'ailleurs, souvenez-vous, il y avait ce projet de mixer l'ensemble des grandes écoles administratives, qui Mhm. finalement a fait long feu. Et donc, on a des personnes qui intègrent la magistrature, qui n'ont pas été formées en droit, mais qui au contraire ont été formées par l'esprit Sciences Po. Une ligne extrêmement idéologique. Et ces gens qui réussissent le concours, ils sont aussi le produit d'un milieu social, d'un milieu culturel. Au début des années 70, on estimait que la moitié des magistrats venaient de classes sociales dites supérieures. Mhm. Aujourd'hui, on est à plus de 75%, un peu plus de 75%, issus de professions libérales, chefs d'entreprise, professions intellectuelles, cadres supérieurs. Et finalement, ces gens-là, C'est les bobos contre le peuple. oui, ce sont des gens qui sont aujourd'hui les chiens de garde du système représentatif. Et Ouais. il n'y a rien qui ne haïsse plus que la voix du peuple, surtout Mhm. lorsque celle-ci s'exprime à contrario de leurs préjugés. Voilà. Et donc, de manière générale, et c'est pour ça que très souvent les jugements de première instance vont être on peut qualifier de fous ou délirants, et Ouais. qu'on retrouve en appel, ce que rappelait Bruno Un Gueluc, peu plus de mesures, parce que là, on un n'est peu plus. plus de mesures. Parce Voilà. qu'on n'est pas sur la génération Z, c'est ça? On l'appelle. Voilà, et puis des gens que la vie a lissés finalement, parce que ces magistrats qui rentrent, n'oublions pas que la moyenne d'âge à l'entrée à la magistrature, c'est 24 ans. Mhm. 24 ans. Pour vous donner une idée, de l'autre côté du Channel, au Royaume-Uni,
on ne devient pas juge avant 35 ou 40 ans, Ah oui. après 10 à 15 ans d'exercice professionnel. Et je sais que beaucoup d'auditeurs sont férus d'histoire, je rappellerai un détail qu'on a tendance à oublier, et les détails peuvent être importants. À Athènes, le citoyen pouvait voter à partir de l'âge de 18 ans. Et ce même citoyen pouvait juger également. Il faisait partie du tribunal de l'Élé, et les Héliastes, les membres de ce tribunal, étaient tirés au sort parmi les volontaires, mais on a tendance à oublier qu'il fallait 30 ans pour pouvoir juger. Dans leur sagesse nourrie par l'expérience, les Grecs considéraient que 18 ans, c'était bien pour voter, et que lorsqu'il s'agissait de trancher les litiges entre les concitoyens, il fallait 30 ans, un peu de recul, que la vie vous ait en quelque sorte lissé. Voilà finalement quelques-uns des éléments clés, je pense, qui permettent d'expliquer, de comprendre nombre de dérives de la justice. Et pour finir, cette jeune génération aux affaires, eh bien, elle est persuadée de faire le bien. Elle a oublié que la justice n'était qu'une autorité. Ils considèrent qu'ils ont le pouvoir de garantir le droit, de garantir l'état de droit. Un état de droit que personne n'a jamais défini, pas plus qu'on n'a jamais défini ce que devait faire un attaché parlementaire. Oui. Bien, ils se sentent investis de cette mission de combattre pour le bien en chassant le mal. Et le mal, ma foi, ce sont les dissidents, les malpensants, et sans aucun doute les auditeurs de Radio Courtoisie. Tout à fait. Bertrand, on va revenir vers vous et vers Bruno Gollnisch tout de suite après ce très court bobino, si vous le voulez bien. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Voilà, n'oubliez pas d'aider votre radio, chers auditeurs, de Radio Courtoisie, car sans vous, eh bien, nous n'existerions pas. Il faut le rappeler, je pense, à chaque fois. Bruno Gollnisch, donc, qui est notre invité avec Bertrand Saint-Germain, l'auteur du livre La République des juges contre la nation. Bruno Gollnisch, qu'est-ce que vous inspire de façon générale, sans revenir cette fois-ci directement à votre affaire, parce qu'évidemment, il y a des choses que vous ne pourriez pas vous permettre et vous amuser à dire concernant vos juges actuellement. Il faudra peut-être attendre. Mais qu'est-ce que vous pensez généralement de ce qu'a dit Bertrand Saint-Germain ? Je suis tout à fait d'accord avec lui. Alors, je crois qu'il faut distinguer deux facteurs essentiels. Le premier, et comme il l'a très bien décrit, c'est l'aspect partisan. Partisan, ce qui est absolument contraire à l'esprit d'impartialité qui doit présider à tout jugement et qui a été théorisé par le syndicat de la magistrature. Il faut se référer à l'extravagante profession de foi, en quelque sorte, de son président, et qui, dans un texte officiel de ce syndicat de la magistrature qui s'intitule « Soyez partiaux ». Soyez partiaux. Soyez partiaux, soyez en faveur de l'employé contre le patron. Soyez en faveur de la femme contre le mari. Moi, je dis qu'il faut être pour la femme contre le mari si le mari s'est mal conduit, ou pour l'employé contre le patron si le patron a tort. Mais évidemment, dans le cas contraire, non. Là, c'était une systématisation qui était tout à fait d'inspiration marxiste. Il faut dire les choses comme elles sont. Bon. Et cet extravagant manifeste, à mon avis, aurait dû valoir d'ailleurs à son auteur des sanctions disciplinaires. Enfin, bon, c'est un manifeste en faveur de la partialité. Or, l'impartialité, c'est évidemment la première des qualités que l'on attend d'un juge. Une deuxième manifestation éclatante aussi de cette affaire-là, ça a été de cette tendance-là, ça a été toujours dans le même syndicat dont un journaliste me disait ce matin, oui, mais ça ne fait que 1000 magistrats sur 10 000, etc. Bon, d'abord, je ne sais pas d'où il tire ces chiffres pour commencer, parce que l'annuaire du syndicat de la magistrature est un secret bien gardé. Et ensuite, moi, ce que je vois, c'est les résultats quand même
très notable lors des élections professionnelles. Donc, et la deuxième affaire, c'est celle dite du mur des cons. Alors, c'est d'ailleurs comme ça que ça s'intitulait. C'est-à-dire que dans les locaux de ce syndicat, destiné par conséquent à recevoir des collègues magistrats, à recevoir des membres du parquet, à recevoir du public, on avait affiché ce qu'on appelait officiellement le mur des cons, dont un certain nombre de personnalités politiques, comme Marine Le Pen. Alors, vous comprenez, dans ces conditions-là, quand le juge d'instruction est membre du syndicat de la magistrature, on a quand même quelques inquiétudes. Évidemment. Bon. Mais aussi, c'est ce qui est effroyable, des justiciables qui n'avaient pas la faveur de ce syndicat, notamment, je crois, je peux me tromper sur je crois, le général Schmitt, dont une jeune fille avait été assassinée dans un train de banlieue parce qu'elle résistait à une tentative de viol. Enfin, c'est quelque chose d'abominable. Eh bien, ce père de famille qui demandait justice, eh bien, il avait sa figure sur le mur des cons. C'est-à-dire qu'il était désigné à la vindicte des adhérents de ce syndicat. Alors, on ne le dira jamais assez. Ça, c'est le côté partisan. Mais il n'y a pas que le côté partisan. Je crois, et Bertrand Saint-Germain l'a laissé entendre aussi, il y a un côté, une certaine hubris, comme disaient les Grecs, une démesure, un pouvoir démesuré. Une volonté de puissance, peut-être même d'ailleurs chez certains inconsciente, de certains magistrats qui, très au-delà des dispositions légales qui devraient être beaucoup moins nombreuses, qui devraient être beaucoup plus précises, en tout cas interprétées de façon restrictive, s'agissant en particulier des dispositions pénales. Ce qui garantit nos libertés, c'est l'interprétation restrictive des lois pénales. C'est le fait qu'on ne peut pas être condamné, qu'on ne peut pas être inquiété, qu'on ne peut pas être poursuivi sans un texte préexistant. Nullum crimen, nulla pena sine lege. Pas de crime, pas de peine, sans une loi antérieure qui l'ait définie. C'est le principe absolu qu'on apprend dans toutes les facultés de droit, et qui est aujourd'hui assez allègrement bafoué, il faut bien le reconnaître. Alors, il y a là un certain nombre de magistrats qui ont une interprétation de leur mission qui consiste en quelque sorte à faire régner l'ordre, la morale, la vertu, telle qu'ils la conçoivent eux-mêmes, en dehors même du cadre législatif très strict, lequel s'est déjà abusivement augmenté. Il y a un de mes amis anciens magistrats éminents me disait que à l'époque du code pénal de Napoléon, ou du consulat, je ne sais pas si c'est sous le consulat ou sous le Premier Empire, mais enfin, à l'époque du code pénal, lorsque le code pénal est publié, il y a 200 ou 300 délits, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, il paraît qu'il y en a 6000. Donc, il est difficile dans la société de faire un pas de travers sans se mettre en délicatesse avec une règle juridique quelconque. Et par là, évidemment, c'est la porte ouverte à tous les arbitraires. Alors, je pense qu'il y a ce double facteur, le facteur partisan et la volonté de puissance qui explique en partie les dérives de l'institution judiciaire. Mais, et je m'arrêterai là, l'un des plus coupables aussi, c'est le Parlement français. Parce que ces magistrats qui font à ce qui est, à mon avis, un mauvais usage de leur pouvoir, mais qui leur a donné ces pouvoirs? Prenons dans l'exemple qui nous occupait tout à l'heure, l'exécution provisoire. L'exécution provisoire qui a choqué, notamment l'exécution provisoire de l'inéligibilité, qui ne se justifiait absolument pas, bien sûr.
Ben oui, mais ça a été adopté, je crois, après l'affaire Cahuzac ou autre, parce qu'à chaque fois qu'il y a un scandale dans la vie politique ou une volonté démagogique de tel ou tel responsable politique de vouloir montrer qu'il va laver plus blanc que blanc, qu'est-ce qu'il fait? Il lève une à une les garanties qui protégeaient le principe de la séparation des pouvoirs, un principe fondamental. Je ne vais pas citer Montesquieu ou la déclaration de 1789, un principe fondamental sans lequel, nous disait cette déclaration d'ailleurs, il n'y a pas de constitution s'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Alors il y avait un certain nombre de règles qui bénéficiaient à la séparation des pouvoirs. Et d'ailleurs, dans l'affaire qui m'occupe, je reviens un instant, les deux plus grands spécialistes de droit constitutionnel français que je ne connais pas personnellement, les professeurs Avril et Gicquel, parmi les plus réputés, l'un d'eux ayant été d'ailleurs le déontologue de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire celui qui est chargé de dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire sur toutes ces questions d'intérêt personnel et autres. Bon, eh bien, concourt avec M. Jean-Éric Schuttel, ancien très haut fonctionnaire, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui a dit la séparation des pouvoirs s'oppose, par exemple, à ce que la justice s'occupe de ce que font les assistants parlementaires, parce que si elle le fait, nécessairement, elle s'occupe de l'activité du député. Et c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui. Et si elle s'occupe de l'activité des députés, c'est contraire à la séparation des pouvoirs. C'est ça. Ça, c'est très important, je pense, Bertrand Saint-Germain, parce que ça touche un principe de souveraineté. Justement, le juge s'accapare un pouvoir qui est le pouvoir du souverain, que ce soit le peuple ou son représentant. Tout à fait. Alors, je rebondis sur les propos du professeur Gollnisch, et il a heureusement rappelé l'époque grecque et évoqué l'hybris de certains magistrats. Et ça, finalement, je trouve ça plutôt rassurant, parce que quand on connaît la Grèce, on sait que l'hybris se termine dans la némésis, la destruction. Donc finalement, nous allons vers la destruction de cette République des juges. Et d'ailleurs, je propose, on y viendra peut-être, des moyens pour en sortir. Mais un point supplémentaire à relever, les deux affaires qu'a évoquées Bruno Gollnisch sont parfaitement exactes. Et il y a finalement une filiation intellectuelle entre la harangue de Baudot en 1976 et le mur des cons en 2013. Dans l'idéologie, dans la ligne et dans la manière dont cette affaire est traitée. Parce que Oswald Baudot est au syndicat de la magistrature, il est substitut, et c'est à l'occasion de l'audience de rentrée solennelle qu'il prononce cette harangue où il incite ses confrères à être partiaux, selon une ligne marxiste assumée. Alors, évidemment, je sais que pour les plus jeunes de nos auditeurs, et j'ai un fils qui en fait partie, qui me disait un jour, tu sais papa, ton marxisme, ton libéralisme, ton nationalisme, ça c'est les trucs de ton temps, entendu du siècle dernier, aujourd'hui c'est pas ça qui nous préoccupe. Et effectivement, je comprends. Simplement, parler du marxisme et de son imprégnation dans la pensée, c'est quand même fondamental pour comprendre comment on en arrive là et pour comprendre l'état d'esprit, les mécanismes intellectuels qui structurent ces magistrats. Or, Baudot, lorsque il fait cette déclaration, cette harangue, cela fait scandale. Et une procédure disciplinaire est lancée contre lui par le ministre. Simplement, il est au syndicat de la magistrature, le syndicat de la magistrature le défend, mais les autres syndicats, et en particulier l'union syndicale des magistrats, le syndicat majoritaire, le syndicat dit modéré, parfois réputé de droite, eh bien, ce syndicat défend Baudot. Et lorsque Baudot est jugé par le Conseil supérieur de la magistrature, eh bien, celui-ci, alors, propose une sanction, puisque, comme il est au parquet, c'est le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, qui doit sanctionner, et, eh bien, le Conseil supérieur de la magistrature propose, une réprimande.
et réprimande d'ailleurs que le ministre de la Justice, je crois que c'était Le Canuet, n'osera même pas prendre. C'était déjà trop. Sûrement. Et puis, dans la période du mur des cons, bah, c'est quand même intéressant de voir son traitement judiciaire, puisque la présidente du Conseil supérieur de la magistrature de l'époque, Madame Marthe, eh bien, va être poursuivie, escalité, ça montera jusqu'à la Cour de cassation, la culpabilité sera reconnue, mais la Cour de cassation dira oui, mais tout de même, on était dans un local syndical, pas ouvert au public, et ces images, euh, elles ont finalement été volées. Hein, et Ah, donc, bien sûr. est-ce que c'est Oui, oui. vraiment légitime? On Ils est sont un... très, oui, c'est leur habitude. C'est dès qu'ils sont confondus, ils nous ont volés, ils nous ont écoutés contre notre volonté. Hein. Voilà, c'est comme dans l'affaire de cette le grand, discussion avec les journalistes de France le Télévisions. grand Cohen, ouais, tout à Voilà, fait. Ouais. le problème n'est pas ce qu'ils ont dit, mais non, mais quand même, vous n'auriez pas dû nous enregistrer. Ouais, c'est Voilà. ça. Mm. Et quelques semaines après cette affaire, eh bien, Madame Marthe, qui était simple conseiller de cour d'appel, eh bien, obtiendra un poste de premier président de cour d'appel, Ah bah tiens. alors même qu'il y avait une vingtaine d'autres candidats. Donc, ça ne l'a pas vraiment gêné. Hein, Cette voilà. carrière. On est dans une... et il y en aurait beaucoup à dire sur cette complaisance des juges pour eux-mêmes. Euh, J'invite tous les auditeurs à aller lire les décisions du Conseil supérieur de la magistrature en matière disciplinaire. Et tous ceux qui ont été confrontés un jour à un procès euh, seront éberlués, se diront, mon Dieu, comme j'aimerais que mes juges Et aient une pareille l'indulgence mansuétude. que peut avoir le Conseil supérieur de la magistrature envers les pires turpitudes. Les exemples, on a des exemples de juges convaincus d'avoir jugé avec partialité. C'est prouvé, ça remonte au Conseil supérieur de la magistrature. Que dit celui-ci? Il dit oui, ce n'est pas bien. Et on déplace le magistrat de juridiction. Rien d'autre. C'est surréaliste. Ouais, c'est Et surréaliste. c'est une marque, effectivement, d'hybris, comme c'était rappelé. Donc je crois qu'effectivement, il y a des magistrats honnêtes, évidemment. Ce qui est malheureux, c'est qu'on soit obligé de devoir le rappeler aujourd'hui. Mais il y en a également quantité marquées par cette idéologie et qui finalement auront tendance à tordre le cou au droit. Et peut-être d'autant plus que l'exemple vient d'en haut. Mm. L'exemple vient du Conseil constitutionnel, l'exemple vient du Conseil d'État, l'exemple vient de la Cour de cassation. Ouais. Donc ici, oui, il y a une reprise en main à prendre. Nous sommes au devant d'échéances électorales importantes. Et oui, la classe politique qui remplacera, je l'espère, celle qui gouverne actuellement, doit bien prendre conscience qu'elle aura à affronter cette République des juges, à briser ce corps qui se distingue du corps social. Euh, c'est ce qu'avait fait finalement Richelieu à l'époque, en considérant qu'il ne pouvait pas y avoir de petite république au sein du royaume de France. Eh bien, aujourd'hui, on ne peut pas admettre qu'une caste oligarchique substitue sa volonté à la volonté populaire. Merci Bertrand Saint-Germain. Avant d'arriver justement aux solutions éventuelles à cette République des juges qui confisque justement la souveraineté, une réaction peut-être auparavant, Bruno Gollnisch. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit M. Saint-Germain. Je pense que là, on touche à un autre aspect encore. Nous avons dit l'aspect, le fait que certains magistrats soient partisans, c'est le cas, des organisations partisanes. Et effectivement, le syndicat de la magistrature inspiré par le marxisme. Il faut bien voir aussi que pour le marxisme, le droit, c'est une superstructure. Autrement dit, c'est l'instrument de domination de la classe dominante sur les classes dominées. Et en l'occurrence, dans une société qui n'est pas communiste, eh bien, c'est l'instrument de domination, par définition injuste, de la bourgeoisie sur le prolétariat. Et par conséquent, on peut s'affranchir de la lettre
si on est en faveur de la révolution, du prolétariat, eh ben, il ne faut pas respecter la lettre du droit, et à ce moment-là, c'est la porte ouverte, évidemment, à l'arbitraire. Alors, il y a ce côté partisan, il y a cette volonté de puissance, c'est le deuxième facteur. Il y a un troisième facteur aussi, c'est effectivement, que vient d'aborder M. Saint-Germain, c'est le fait qu'un certain nombre d'organismes judiciaires ou parajudiciaires, de cours supérieures, par exemple le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, qui n'est pas véritablement une juridiction, mais qui est un organisme semi-politique, a des pouvoirs considérables, et notamment celui de décréter que la loi qui a été votée par le Parlement n'est pas conforme à la Constitution. Alors, quand le Conseil constitutionnel est créé, ce qu'on pense simplement, c'est d'abord qu'on va avoir un organisme qui va s'occuper des questions relatives à la validité de l'élection des députés et des sénateurs, et que c'est quand même mieux que si c'est la majorité du Parlement, comme ce fut le cas sous la Troisième République. Sous la Troisième République, c'était les députés eux-mêmes qui validaient l'élection de leurs collègues. Alors, si vous étiez dans le camp minoritaire, eh bien, vous aviez beaucoup plus de chances d'être invalidé, évidemment, que si vous étiez dans le camp de la majorité, ça va sans dire. Bon, là, on s'est dit, on va avoir un organisme impartial. Bon, très bien, parfait. Et puis, il va aussi avoir la possibilité de déclarer qu'une loi ne peut pas entrer en vigueur parce qu'elle est contraire à la Constitution. Mais là, on pensait essentiellement aux vices ce que nous appelons les vices de procédure. La loi, elle a été votée alors que les députés n'étaient pas présents en séance, ou il y a des délégations abusives qui ont été données, ou telle disposition de la Constitution n'a pas été respectée. Mais le problème, c'est que le Conseil constitutionnel s'est arrogé le droit de décréter qu'une loi était contraire à la Constitution parce qu'elle était contraire à l'esprit du préambule de la Constitution, dans lequel vous trouvez un peu tout, et une espèce de salmigondis. Il y a eu la déclaration, évidemment, de 1789, il y a les déclarations le préambule, les droits sociaux promulgués en 1945 ou 46, je ne sais plus exactement, etc. Et alors là, on tire, et plus avant encore, on a beaucoup de jurisprudence qui se réfèrent simplement à l'esprit de la Constitution. Un exemple qui a été fréquemment donné, c'est que, par exemple, on a décrété inconstitutionnel la loi qui réprime la complicité d'entrée illégale sur le territoire français, au motif que, après tout, il était dans la devise de la République, il y a liberté, égalité, fraternité, et que fraternité, ma foi, eh bien, c'est un concept de notre Constitution qui fait que on a le droit après tout, de prêter assistance à des migrants illégaux, et tant pis pour la loi qui interdit de participer à ces migrations illégales. Voilà, parce que, après tout, ceux qui y prêtent la main sont inspirés par le sentiment de fraternité. Vous voyez, on voit très bien les abus. Également, il y a les abus du Conseil d'État qui est revenu sur des jurisprudences anciennes et qui étaient assez protectrices des droits individuels. Par exemple, autrefois, le Conseil d'État n'admettait l'interdiction d'une réunion pour risque de trouble à l'ordre public que si l'autorité qui prenait cette décision n'avait manifestement pas les moyens de prévenir ces troubles. On dit, si vous avez, je sais pas, si vous avez une compagnie de CRS à votre disposition, vous avez les moyens de prévenir les troubles à l'ordre public et d'y faire face. Et donc, si vous prenez un arrêté pour interdire à un opposant politique de tenir une réunion publique, eh bien, votre arrêté, il est illégal. Eh bien, là, maintenant, on a introduit les notions de troubles à l'ordre public, d'ordre moral,
ou présumés, etc. Et le Conseil d'État est complètement sorti de sa jurisprudence traditionnelle. Alors, je crois que ça aussi, c'est un facteur, à la longue, c'est un facteur de méfiance vis-à-vis du système judiciaire dans son ensemble, parce qu'on se dit que le jour où il faudra quand même en France prendre des mesures nécessaires face à un certain nombre de problèmes d'insécurité, d'immigration massive et incontrôlée, etc., il faudra prendre des mesures énergiques, eh bien, tout ceci sera décrété illégal par le Conseil d'État, inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel, contraire à la Convention européenne des droits de l'homme par la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, etc., etc., et que de ce fait, la volonté populaire telle qu'exprimée dans la loi ne sera pas respectée. Et ça, je crois que c'est également un facteur de méfiance à l'égard, d'une façon générale, des institutions judiciaires ou parajudiciaires. Merci Bruno. Peut-être le moment, Bertrand Saint-Germain, on rappelle encore une fois la République des juges contre la nation aux éditions du Verbeau. Bertrand Saint-Germain, nous donner un peu les solutions que vous préconisez dans ce livre pour justement en finir avec cette République des juges. Alors, je profite un instant pour montrer l'ouvrage. Ah, voilà, pour montrer l'ouvrage. Voilà. Alors, avant d'entrer dans le détail des solutions techniques, il faut garder en tête une chose, c'est que le juge, quoi qu'il en veuille, reste un pouvoir subordonné. Il n'a jamais le dernier mot. Le juge a un quasi-dernier mot, mais pour autant, on le laisse faire. Il y a quantité de solutions, d'ores et déjà en droit français, qui permettent de surmonter l'opposition d'une cour de justice. Voilà, ça c'est un point clair. On en arrive aujourd'hui à une situation de domination de la justice qui est à proprement parler intolérable. Il y a maintenant près de 400 ans, un certain Jean de La Fontaine, prenant la mesure de l'hostilité suscitée par les magistrats sous l'Ancien Régime, écrivait « Selon que vous serez puissants ou misérables, les jugements de cour, il parle des cours de justice, vous rendront noirs ou blancs. » Eh bien, c'est aussi ce qui a fait que depuis le Moyen-Âge, il y a un adage qui nous dit « Il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. » Voilà. Il y avait d'ailleurs un énervement tel, une exaspération telle à la veille de la Révolution vis-à-vis de l'organisation judiciaire, des corps judiciaires, que ceux-ci sont supprimés dès le 4 août 1789. La monarchie durera encore 3 ans, mais le premier acte des révolutionnaires, c'est de supprimer ces cours de justice et au-delà, tout l'ordre juridique de l'Ancien Régime. Voilà. Et les lois de 1791, ici en la matière, expliquent que non, ça ne peut plus fonctionner comme ça, on ne doit pas avoir de juge permanent, de juge professionnel, il faut plus de conciliation, on pourra y revenir. Mais on a aujourd'hui une forme d'exaspération vis-à-vis de décisions incompréhensibles et de juges qui se donnent un pouvoir qu'ils n'ont pas. Alors, je rappelais ce pouvoir d'avant-dernier mot, on en a plusieurs éléments. Lorsqu'une décision de justice déplaît, si c'est celle du Conseil constitutionnel, eh bien, le Parlement peut reprendre la main et casser cette décision du Conseil constitutionnel. Et ce n'est pas de la science-fiction. C'est pas le délire d'un universitaire qui penserait, qui échafauderait des plans. Non, c'est la réalité pratique. C'est ce qui s'est fait à l'automne 1993. Je rappelle le contexte. Eh bien, la droite venait de revenir aux affaires. Période de cohabitation. C'était la seconde cohabitation. Et Charles Pasqua avait été le grand architecte d'une nouvelle loi sur l'immigration, loi de juillet 1993.
Loi qui était immédiatement, c'est-à-dire le mois suivant, déclarée contraire à la Constitution par notre saint laïc et républicain Robert Badinter. On se souvient qu'en 1986, François Mitterrand, préparant la première cohabitation, avait fait en sorte de la borner en nommant justement Robert Badinter président du Conseil constitutionnel. Celui-ci, quelques années plus tard, faisait ce qu'on attendait de lui, et donc il censurait en août 1993 la loi de juillet 1993 sur la maîtrise de l'immigration. Or, il y avait dans cette loi un certain nombre de mesures pour contrôler les touristes du droit d'asile, déjà. Il s'agissait de personnes qui auraient pu demander un asile en Allemagne, qui en auraient été déboutées, puis seraient venus en Belgique, où ils auraient également demandé l'asile, et une fois déboutés, reviendraient en France. Et finalement, dans le cadre des accords de Schengen, l'idée de la mesure prévue par la loi Pasqua était de dire, eh bien, si une personne s'est déjà vue refuser l'asile par des pays disposant de garanties équitables, semblables aux nôtres en matière de respect des droits de la défense, eh bien, on n'est pas obligé de réexaminer tout le dossier. Mmh. Voilà. Eh bien, c'est ce que faisait Édouard Balladur. Il procédait à une révision de la Constitution. Parce que cette disposition avait été censurée par le Conseil constitutionnel au mois d'août. Eh bien, Édouard Balladur lançait une procédure de révision de la Constitution. Le texte était voté par l'Assemblée nationale, le texte était voté par le Sénat. Le Monde accueillait évidemment la plume de Robert Badinter pour dénoncer ce qui était en train de se faire. Et là, Édouard Balladur répondait en dénonçant l'activisme politicien, et on pourrait même dire tout simplement politicard, du Conseil constitutionnel, rappelant que celui-ci outrepassait sa mission, sortait du droit pour avoir une approche politique et idéologique de son rôle. Et début novembre 1993, la Constitution était révisée. On inscrivait un article 53-1 dans la Constitution qui rétablissait la disposition censurée au mois d'août par le Conseil constitutionnel. Donc, cet exemple d'il y a une trentaine d'années nous montre bien que non, le juge, fût-il constitutionnel, n'a pas le dernier mot. C'est le peuple qui a le dernier mot. Et on doit passer outre ces juges. Et je reviens vers un mot prononcé par le président du Salvador, Nayib Bukele, il y a un an. C'était en février 2025. Et il décrétait « Vous ne pouvez pas gouverner si vous ne destituez pas les juges corrompus. » Et par juge corrompu, alors on pense spontanément à la corruption matérielle et financière. Hein, on voit la personne achetée. Mais il y a une autre forme de corruption, c'est la corruption morale, c'est la corruption idéologique. C'est le juge qui se sert de son poste, des moyens qui lui sont donnés par la société, eh bien, pour outrepasser ses pouvoirs, et non pas pour dire le droit, pour faire respecter les droits et libertés, mais bel et bien pour avancer selon un agenda idéologique. Voilà. Donc, on ne peut pas éviter cet affrontement avec le juge. Celui-ci est inscrit maintenant. Alors, le premier point, donc, à garder à l'esprit, c'est que le juge n'a pas le dernier mot. Il a un pouvoir d'avant-dernier mot. Alors maintenant, les solutions, vraiment, Bertrand, parce que, vous savez, le temps passe très vite, c'est passionnant, mais il n'y a plus qu'1 minute, et j'aimerais avoir la possibilité pour Bruno de redire un mot sur les solutions que vous allez préconiser. Donc là, vous avez peu de temps. Alors, peut-être une première direction vers les lister. Un peu plus de transparence quant au patrimoine et aux intérêts des juges, ce qui serait de nature à faciliter leur récusation. Que les citoyens puissent accéder aux déclarations d'intérêt comme ils le font, comme ils peuvent le faire pour les politiques. Ça existe en Roumanie, ça peut être fait. Au-delà de l'élection à laquelle chacun pense spontanément et qui a été choisie pour tous les juges mexicains au mois de juin, eh bien, on peut penser à la destitution des juges comme elle existe aux États-Unis. On peut aussi penser à la rétention des juges comme elle existe pour un certain nombre de juges au Japon, et Bruno Gollnisch sera nécessairement sensible à ça.
au Japon, les juges de la Cour constitutionnelle font l'objet d'un vote populaire qui peut conduire à leur destitution s'ils n'obtiennent pas de majorité. Cela n'est pas encore arrivé à ce jour, mais c'est possible. Aux États-Unis, vous avez cette chose. Donc des juges rentrent en fonction après un processus de sélection ordinaire, mais au bout de 2 ou 3 ans, eh bien, ils vont devant le peuple qui les maintient en fonction ou pas. Sachant qu'aux États-Unis, et je terminerai par là, on peut également, par référendum, la procédure dite de recall, de rappel, organiser une élection qui poussera à la destitution du juge. Voilà quelques-unes des pistes, il y en a d'autres, je ne les développe pas, mais on doit pouvoir s'orienter vers ces mesures. Et puis, allez, une dernière, je profite de... Allez-y. Eh bien, nous évoquions la Grèce tout à l'heure, retournons vers nos pères, vers le droit romain. Eh bien, à Rome, il n'y a pas de juge pour trancher les litiges. Le prêteur fixe le cadre du litige existant entre 2 personnes, mais ensuite, ces 2 personnes choisissent d'un commun accord celui qui va être le iudex. Le judex, c'est un particulier, un jurisconsulte, choisi par les personnes en litige pour trancher leur affaire. Eh bien, on peut renouveler, développer ce type d'approche. Intéressant. Merci Bertrand Saint-Germain. Une réaction par rapport à tout ce qui vient d'être dit, Bruno Gollnisch? Je vais me forcer d'être bref. C'est très intéressant. Ça ouvrirait de longs débats. Personnellement, je ne suis pas tellement favorable. Je ne suis pas tellement favorable à la procédure de recall, c'est-à-dire à la procédure par référendum de supprimer la fonction d'un juge. Monsieur Saint-Germain a très justement dit que ça existe au Japon parce que la constitution japonaise est d'inspiration américaine, mais ça n'est, à ma connaissance, ça n'a pas été pratiqué jusqu'à présent. En revanche, je suis très favorable au développement de l'arbitrage judiciaire. Ça me paraît très important. Et d'ailleurs, au Japon, c'est très pratiqué, à savoir que, eh bien, on peut s'en remettre à d'amiables compositeurs, à des arbitres, qui proposent une solution. Et si les parties en sont d'accord, au moins sur le plan civil, le juge arrive et donne la sanction obligatoire à cette proposition de décision. Je pense qu'il faut... Oui, c'est intéressant, Bruno, parce que c'est vrai que souvent, on aboutit à des jugements dans des pays comme la France où aucune des parties n'est satisfaite. Oui, absolument. Je pense qu'une des réformes très importantes à faire, c'est au niveau de l'École nationale de la magistrature, dont il était question justement tout à l'heure. Oui. En ce qui concerne, qu'il s'agisse des programmes, qu'il s'agisse du personnel enseignant, je n'hésite pas à le dire, et aussi peut-être dans le recrutement des magistrats, pourquoi ne pas s'inspirer un peu plus du système britannique dans lequel beaucoup de magistrats sont en fait d'anciens avocats chevronnés qui prennent de ce fait, je n'ose dire une semi-retraite, mais à qui il ne faut pas trop en compter et qui connaissent les réalités de la vie. Ça me paraît aussi une piste possible. Et puis surtout, il faudrait que, comme l'a dit M. Saint-Germain, que le législateur, soit le législateur suprême qui est le peuple, par la voie référendaire, bien sûr, soit le législateur qui est l'Assemblée nationale, revienne sur un certain nombre de dispositions qui sont justement la porte ouverte à ces abus de pouvoir de l'autorité judiciaire. Bon, écoutez, il reste 3 minutes. Le temps de conclure, chacun 1 minute. Bertrand. Alors, je comprends la réticence du professeur Gollnisch vis-à-vis de cette hypothèse de destitution des juges, le recall. Alors, et c'est le cas en France parce qu'on ne connaît pas ce système, on ne sait pas comment il fonctionne. Alors, dans mon livre, j'étudie, parce que cela est librement accessible aux États-Unis,
j'ai dépouillé l'intégralité des procédures de recall depuis 10 ans aux États-Unis. Et en définitive, quand on les regarde, on a à peine une centaine de procédures de révocation qui ont été lancées contre des juges des États fédérés. Et sur cette centaine de procédures lancées, il n'y en a qu'une dizaine qui a été menée à son terme parce que les conditions sont drastiques. Il faut beaucoup de signatures dans un délai très bref. C'est entre 20 et 25% de signatures du corps électoral dans un délai de 2 à 3 mois. À peine une dizaine de procédures qui sont allées au bout. Et sur ces 10 procédures, eh bien, sur les 10 dernières années, on a 4 juges qui ont démissionné avant le vote, refusant de se soumettre à celui-ci. On a 4 juges qui ont été maintenus en place par ce référendum. Et en fait, on a eu 2 juges destitués sur la trentaine d'États américains en 10 ans qui procèdent à cette mesure. Donc, c'est inquiétant, c'est étranger à nos mœurs, à nos habitudes, parce que si la Constitution de 1791 prévoyait l'élection des juges, eh bien, elle n'a guère fonctionné en France, mais c'est une des voies qui doit être explorée en l'accommodant à la mode française, bien sûr. La République des juges n'est pas une fatalité, le juge doit être mis à sa place. Merci Bertrand. 30 secondes de conclusion, Bruno. Oui, je crois effectivement que la révocation par initiative référendaire, ce qu'on appelle le recall en droit anglo-saxon, c'est la contrepartie en réalité de l'élection des magistrats qui est la règle la plus fréquente en droit des États-Unis, par exemple. Non, je crois qu'il faut insister sur les responsabilités des parlementaires. Il faut que les parlementaires arrêtent par mesure démagogique de croire qu'ils vont prouver à l'opinion publique qu'ils ne leur demandent pas cela, en quelque sorte qu'ils lavent plus blanc que blanc en se dessaisissant de leur pouvoir au profit des magistrats. Voilà. Il y a une reprise en main là qui s'impose de façon à mieux faire respecter la séparation des pouvoirs. Merci Bruno Gollnisch de la participation dans ce livre journal de la résistance française. Je rappelle une dernière fois le titre du livre de Bertrand Saint-Germain, La République des juges contre la nation. Merci chers invités pour la participation et pour l'écoute de cette émission, et je vous dis à bientôt, à très bientôt sur Radio Courtoisie. Merci à tous les deux. Vous venez d'entendre le libre journal de la résistance française dirigé par Nicolas Stocker, assisté de Lara Stam, diffusé en direct sur Radio Courtoisie. Mercredi 14 janvier 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Aline. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse: Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.